On accueille maintenant Gilles Babinet donc pour la keynote d'introduction. Gilles Babinet qui est Digital Champion pour la France à la Commission européenne et multi-entrepreneur puisqu'il a fondé 9 entreprises. Bonjour. Alors, je suis très heureux d'être là, et je pense que vous l'êtes aussi, et je suis vraiment très impressionné de voir que le sujet du blockchain passionne autant de gens. Et la question qu'on se posait à l'instant avec l'un de mes amis, c'était de savoir si la passion venait d'une nature économique, si vous avez tous envie de monter des startups pour faire fortune, ou d'une nature politique. Est-ce qu'on a le sentiment que le blockchain, finalement, est une technologie dont le potentiel est un peu supérieur à beaucoup d'autres technologies que l'on a à l'esprit. Et je crois que c'est un peu ça qui nous fait venir, c'est ce sentiment, le fait qu'on a quelque chose d'un peu plus profond. Et j'aurais, je crois, la tentation de vouloir comparer le blockchain au TCP/IP. Le TCP/IP, c'est une révolution probablement qu'on peut comparer un peu à celle de l'invention de l'imprimerie, de Gutenberg. Ça a écroulé considérablement le coût de l'information. Et c'est tout à fait impressionnant. Je lisais l'autre jour, je regardais un graphique qui disait, eh bien, en 1980, une adresse TCP/IP, un ordinateur qui était derrière, ça valait $100 000. 100 000. 20 ans plus tard, ça valait $1 500. Encore 10 ans plus tard, ça valait $300. Et aujourd'hui, on est aux alentours de $30. Donc on voit bien que cette espèce de nœud qui est au cœur de cette distribution de technologie est en train de s'écrouler et que la nature même de l'information n'est plus la même. Ça a introduit des bouleversements très profonds dans l'organisation de notre univers, l'organisation de notre humanité. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de révolution anthropologique au-delà d'une révolution technologique lorsque je parle du numérique. Il y a un petit problème à ça. Il y a un problème qui commence à être assez visible, c'est l'ère de l'hypercapitalisme. C'est-à-dire que ce que l'on voit, et on le voit depuis la globalisation des marchés financiers qui, rappelons-le, est le fait du numérique, c'est-à-dire qu'en 1985, on commence à avoir des marchés financiers qui sont globalisés, et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est pas parce que les gouvernements se sont mis d'accord pour retirer les barrières douanières, c'est parce que la technologie le permettait. On commençait à pouvoir passer des ordres depuis Paris à New York, et les grandes banques, pas les banques centrales d'ailleurs, les grandes banques privées, ont été voir les gouvernements en leur disant « il faut que vous retiriez les barrières douanières ». Ils ont inventé la notion de globalisation en expliquant que ça serait pour le bénéfice de tout le monde. Et on a commencé à voir une décorrélation entre les revenus du capital et les revenus du travail. Alors je ne suis pas nécessairement un communiste, mais c'est important de le comprendre. Depuis 1985, on voit la classe moyenne fondre aux États-Unis. Les revenus qui sont attribués à la classe moyenne, 40% de la richesse des États-Unis est concentrée sur 70 personnes. Et ça, ce phénomène n'existait pas en 1985. Donc cette globalisation, cette capacité de globalisation qu'a permis le numérique, elle porte un nom, ça s'appelle les plateformes. Et ces plateformes, aujourd'hui, on les voit dans tous les domaines, plus uniquement dans la capacité de levier sur les marchés financiers qu'on pouvait faire au départ. Et je crois que, finalement, on commence à voir émerger une nouvelle ère. Alors, ce n'est pas sûr qu'elle va arriver. Les pionniers de cette nouvelle ère, j'appellerais ça des gens comme Wikipédia, mais aussi comme l'open source ou encore comme les Fab Labs. L'idée qui prévaut derrière ces notions, ces acteurs, c'est le fait de dire il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce ne soit plus uniquement les capitalistes, les concentrateurs de richesse qui bénéficient de cette révolution digitale, mais que ce soit tout le monde, à commencer par les citoyens. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle, et c'est pour ça aussi qu'on est ici, parce qu'on pressent que le blockchain est en train de faire ce que le TCP/IP a fait à l'information, et il est en train de le faire à la transaction, à la sécurisation. C'est-à-dire qu'on peut certifier ce qu'on ne pouvait pas facilement faire autrement qu'en passant par des plateformes du transfert d'informations. On peut dire c'est une information qui est certifiée. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire que finalement, ce qui concentre la richesse
à savoir la capacité de maîtriser des transactions, entre autres choses, peut être décentralisée de façon extrêmement forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des services de toute nature peuvent être créés, et ils peuvent être créés dans une logique décentralisée, totalement décentralisée. C'est-à-dire que, moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est celui de la Zouz, même si ça n'existe pas encore réellement, c'est Uber sans Uber. C'est-à-dire que c'est directement de l'usager du taxi au taxi, sans une plateforme qui va concentrer ou prélever une richesse en passant. Et on voit bien que si ça venait à réussir, comme toute l'humanité a besoin de se déplacer, eh bien, ça aura un impact absolument considérable. On permettrait de développer un service de très très grande valeur sans capitaliste. C'est le potentiel qui est derrière ça. Ou on pourrait parler aussi de Cinereo, qui est un réseau social de même nature, déconcentré, alors évidemment avec un certain nombre de limites pour l'instant, mais qui est très important. Ou encore Bitproof qui vise à certifier des contrats de cette façon-là. Monetis, c'est le Western Union déconcentré. Et alors pourquoi c'est important? Parce qu'il faut savoir que les flux qui vont des diasporas vers l'Afrique de l'Ouest, ça représente plusieurs milliards d'euros par an, et qu'en moyenne, Western Union prélève 10% de ça. Donc c'est probablement de l'ordre de 1 à 2 milliards par an. C'est absolument considérable. Si on arrive à faire en sorte que cet argent arrive au destinataire, il serait probablement plus justement employé qu'aux mains d'acteurs qui concentrent ça pour continuer à développer de la richesse ailleurs. Factom, un autre acteur très intéressant, qui fait du cadastre au Honduras. Alors là, on rentre dans un autre registre qui est finalement rentrer sur des services publics, finalement des services qui sont faits par les gouvernements, et les faire avec une plus grande efficacité encore que pourraient le faire ces gouvernements, une plus grande certification. Et ça, je crois que c'est aussi de nature à changer complètement la façon dont la puissance s'exprime dans le monde. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est tous victimes de la courbe de la hype? La courbe de la hype, c'est Gartner qui a inventé ça il y a maintenant plus de 20 ans, qui est de dire toutes les technologies vivent à peu près la même courbe. C'est une courbe qui commence à monter extrêmement fort et puis ça s'écroule. On dit en fait ces technologies c'était une illusion collective, ça ne sert à rien. Et puis après ça commence à monter moins fort, mais plus longtemps et plus certainement. Mais je pense qu'on est sans doute un peu victime de la courbe de la hype. Il y a un certain nombre de problèmes dans le blockchain. Le nombre de transactions, je crois que dans le Bitcoin, c'est limité à 1,8 transactions par seconde. C'est à l'échelle d'une banque, c'est beaucoup trop faible. La consommation, plus le minage se développe, plus la consommation est importante, et ça coûte aujourd'hui plusieurs centimes d'énergie par Bitcoin créé. Donc c'est évidemment un petit peu problématique d'en être là. Et puis la vitesse, on est loin d'être dans une vitesse de temps réel, et donc il y a tout un tas de services qu'on ne peut pas développer de ce fait. Mon sentiment, c'est que c'est ça qui fait la courbe de la hype. C'est-à-dire que vous avez une promesse extraordinaire, quelqu'un invente le TCP/IP, et puis vous avez une bulle au début des années 2000, tout le monde se dit « Waouh, c'est dément !» On met des tombereaux d'argent, et en 2002, vous avez tout le monde qui vous explique que c'était une illusion et qu'il faut remettre cet argent dans des immeubles, dans du business traditionnel, et qu'il faut arrêter de croire dans les startups. Vous voyez où est-ce qu'on en est 14 ans plus tard, c'est la révolution digitale. Donc on vivra sans doute une courbe de la hype, mais le potentiel, c'est finalement de renforcer encore cette révolution anthropologique que nous vivons. C'est finalement d'être capable aujourd'hui d'horizontaliser le monde. Et je crois que c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qu'on pressent depuis un certain temps. Vous avez vu que les entreprises deviennent plates. On parle d'entreprises agiles, de modèle Scrum, d'holacratie. Et ce modèle, qui est dû finalement à la révolution digitale, le fait qu'on est capable de synchroniser horizontalement des fonctions dans les entreprises, les oblige à devenir plates. Ça a des conséquences extrêmement importantes, notamment dans des pays comme la France qui ont une fascination pour l'élitisme, la verticalité. C'est assez compliqué à aborder, mais ça change la nature des choses. Et notamment, moi, ce que je dis assez souvent, c'est le fait que
cette révolution anthropologique, elle a une conséquence, c'est que les jeunes n'apprennent plus des vieux. Les jeunes apprennent de l'Internet et ils ont un niveau de connaissance qui est tout à fait stupéfiant. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter, notamment en France, d'avoir une foi aveugle dans finalement cette verticalité, cette espèce de pouvoir néo-monarchique et, j'ai envie de dire, thaumaturge, auquel nous sommes trop coutumiers. Et cette économie, ces échanges, en devenant plats, changent complètement la nature des choses. Il y a un autre domaine que je voudrais évoquer, c'est celui de l'éducation. Vous avez peut-être entendu parler de l'éducation inversée. C'est aussi une conséquence, l'accélération de cette notion, finalement, d'une nouvelle forme de distribution de l'information. Le fait qu'on fait les devoirs à l'école et les exercices à la maison, c'est parce qu'on peut le faire. On peut le faire avec des sortes de micro-MOOC, avec des Khan Academy, mais ça participe aussi de l'aplatissement du monde, le fait que tout le monde peut s'emparer de la connaissance. Le fait qu'au Mozambique, vous ayez des gens qui aient réussi à finaliser des MOOC en intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait que la géographie a une importance beaucoup moindre de ce qu'elle pouvait avoir auparavant. Donc je crois que finalement, si je devais résumer ce que j'essaye de vous dire, c'est la Terre est plate. La Terre est plate, sa géographie n'a plus d'importance. Ce qui a d'importance, c'est la capacité d'empowerment des civilisations, des unités, des communautés. Et cette notion va nous imposer de changer totalement l'organisation des sociétés humaines. Je crois que si on continue à penser notamment la projection politique par incrément, on va tous dans le mur. On y va déjà assez vite comme ça, je crois. On est en train de renforcer ça parce qu'on n'est pas capable de percevoir la juste nature de cette révolution digitale et notamment du blockchain. Si on était capable de percevoir cette nature, certainement, on envisagerait la capacité de programmer la politique de façon totalement différente. Et c'est ça qui est important de faire. Donc, je vous conjure, finalement, au-delà du fait d'être potentiellement des réalisateurs de start-up, je conjure d'émettre de l'idée, de partager ces idées, parce que les idées, finalement, passent dans le réel. Victor Hugo disait « Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est arrivée ». Et je crois que c'est à nous tous, collectivement, de faire en sorte que ces idées, cette notion d'aplatissement, deviennent réelles en l'évoquant autant que l'on peut, en évoquant évidemment le potentiel du Bitcoin. Avec le TCP/IP, avec le Bitcoin, on a maintenant des technologies pour faire la révolution et faisons-la. Je vous remercie pour votre attention.